Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité de vanité, je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 53e édition de Retro Diaspora Congolaise. Comme vous le savez, c'est donc votre magazine d'information sur les activités de vos compatriotes de la diaspora. Je suis Fabien Anvar Kouswanika, Wabuka Kabakata, Kapungwamdeli, Mialamia Kongungunga, Kuputu. Dans ce magazine, il sera essentiellement question de la rencontre entre Étienne Tshisekedi Wamulumba et Léon Kengo Wadondo, tous les deux candidats à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Les deux présidentiables ont parlé de la problématique de la candidature commune de l'opposition. Je vais vous parler également du récent séjour en Belgique du pasteur Daniel Ngoï Mulunda, président de la Commission électorale nationale indépendante. Eh bien, le pasteur Ngoï Mulunda a conduit une délégation de la CENI en vue de sensibiliser les Congolais de la diaspora concernant le processus électoral en République démocratique du Congo. Mais pour commencer, le maire de Lubumbashi a également effectué une visite officielle ici en Belgique. Question de nouer des partenariats avec certaines communes en Belgique et surtout également contacter les entreprises qui aident la ville de Lubumbashi en ce qui concerne les documents sécurisés. Dans l'élément que je vous propose, un condensé de ce qu'a été cette visite. En tout cas, c'est une très bonne visite. Vous voyez, d'abord, je suis impressionné parce que je viens de trouver ici. Il y a d'abord tous les espaces sont occupés. Il y a des champs, il y a le reboisement, donc il y a la verdure. En tout cas, je suis impressionné d'abord par ça. Et ensuite, je venais de visiter le bureau communal. Je crois qu'on a pu aussi apprendre ce qui n'est pas fait chez nous. Et on a eu un échange très fructueux. Et je crois que dès que nous rentrons, nous allons pouvoir réunir aussi tout le bourgmestre pour pouvoir échanger aussi avec eux par rapport à ce que nous venons de trouver ici. Et surtout, c'est dans le cadre de la maximisation des recettes, des taxes que la population donne à l'entité. Donc voilà à peu près ce que je viens de trouver ici. C'est bien planifié et l'administration ici, c'est correct, c'est impeccable, surtout l'état civil, il s'est informatisé aussi depuis l'an 2009 et je crois que nous allons tout faire pour que chez nous, qu'il y ait les suivis du travail qui est en train de se faire et qu'il y ait aussi des petits changements et surtout c'est dans la mentalité. Vous voyez de Lubumbashi, une grande ville de la République démocratique du Congo, la deuxième si je ne m'abuse, Mont-Séguiver, c'est une petite commune de Belgique. Finalement, qu'est-ce qui a été à la base du choix de cette commune alors de cette commune, parce que vous savez que Lubumbashi n'est pas seulement l'hôtel de ville dont je suis maire. Je suis maire de 7 communes, donc je contrôle les 7 communes. Donc ce que je viens de trouver à Mont-Saint-Hubert, ça peut se faire dans une des communes de la ville de Lubumbashi. Ça peut se faire. Vous avez la commune annexe, moi je les mets par rapport à Saint-Hubert ici, je crois que ça peut aller. Donc vous avez une commune comme la commune de Kamalondo, la commune de la Rouachi. Je crois que l'exemple de Mont-Saint-Hubert peut aller à la Rouachi comme à la commune annexe et même à la commune de Kamalondo. Voilà pourquoi je me suis intéressé à cette commune. Est-ce que vous avez eu une demande particulière de la part de la commune de Mont-Saint-Hubert? Oui, c'est les souhaits. Donc les souhaits, après notre visite, nous souhaitons qu'il y ait un jumelage d'une commune de Lubumbashi avec la commune de Mont-Saint-Hubert. Je crois que ça va se faire dans les jours à venir. Il suffit seulement de déposer un dossier. Je crois que ça peut aller. Dans le cadre de la coopération aussi entre le gouvernement belge et le gouvernement congolais.
La jeunesse congolaise, surtout celle de la diaspora, est connue par sa prédilection à la musique et au théâtre. Mais bien, ce n'est pas le cas. Dim Diambouana a réuni un groupe de jeunes pour réfléchir sur le développement de la République démocratique du Congo. Ces jeunes venus des différents partis politiques se sont donc retrouvés dans un café. Question de réfléchir justement sur ce qui compte apporter en tant que jeunes de la diaspora au développement, comme je le disais, de la République démocratique du Congo. Ces jeunes, dont Dim Diambouana, promoteur de l'ASBL Bomoko, se sont donc confiés au micro de Retro Diaspora congolaise. On a stéréotypé l'image de la diaspora au Congo. C'est-à-dire quand on voit la diaspora, on pense que c'est juste des gens qui combattent de façon, comment dire, manuellement, de façon physique, des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que vous. Mais pourtant, aujourd'hui, nous pensons que le vrai combat, c'est le combat d'idées. C'est le combat que toi et moi, nous puissions faire quelque chose pour pouvoir contribuer à l'essor du Congo. Et je pense que c'est toujours très important que nous, en tant que Congolais, nous puissions s'asseoir autour d'une table, quelles que soient les tendances politiques, parce que ce qui nous unit aujourd'hui, c'est le Congo, c'est l'avenir du Congo, c'est le développement du Congo. Et nous pensons qu'il y a des gens qui ont des expériences, qui ont des compétences qui peuvent être au service du Congo. Et pour ça, nous devons essayer de créer une force, une synergie, une dynamique qui peut contribuer à l'émergence d'une démocratie au Congo, à l'émergence d'une nouvelle classe sociale au Congo, à l'émergence d'un Congo fort, uni et avec des gens avec des idées progressistes pour le bénéfice de nos populations. Mais vous êtes promoteur de l'ASBL Bomoko et puis là j'ai vu que dans vos discussions il y a eu beaucoup de jeunes qui se réclament d'autres partis politiques. Toutes les partis politiques où les grands sont en tout cas représentés, on n'a pas besoin de les citer. Finalement, qu'est-ce qu'il en est ressorti de votre rencontre? Avez-vous décidé quelque chose par rapport justement à cette fédération d'idées des Congolais, des jeunes Congolais de la diaspora? Et vous savez que quand les organisateurs de cette rencontre m'ont invité, c'est parce que je suis promoteur de l'ASBL Bomoko. Ils m'ont invité dans ce cadre pour pouvoir parler de mon expérience. Donc le sujet, c'était l'apport de la diaspora dans le processus électoral. Et étant donné que nous avons sensibilisé les jeunes, nous avons sensibilisé les gens à Kinshasa pour pouvoir s'enrôler. Et nous continuons à sensibiliser les gens pour un vote utile, car il va de leur survie, il va de leur, de leur bien-être. Donc c'est dans ce cadre que j'ai emmené l'expérience que j'ai vécue à Kinshasa. Nous avons apporté l'expérience de Bomoko pour pouvoir inciter tout le monde à pouvoir se rassembler et mettre leurs efforts, conjuguer leurs efforts pour créer une structure, un cadre qui pourra porter un nom plus tard. Mais les bases sont jetées et nous avons vu que beaucoup de gens ont adhéré à notre idée. Au-delà des clivages politiques, il est grand temps que les Congolais se mettent ensemble pour créer des structures qui pourront contribuer au développement du Congo. C'est dans ce sens que moi, en tant que promoteur de Bomoko, j'ai emmené mon expérience et j'ai apporté ma contribution pour ce qui va se passer. Je remercie d'abord mon frère Dim, qui a quand même eu des objectifs, en créant cet organisme et tout. En parlant de la diaspora, c'est vrai que non, on doit quelque chose pour le Congo. Parce que nous, jeunes, par rapport... En fait, tout est individualisé, au fait. Hein. Et là, maintenant, c'est juste un aspect, c'est tout. Et qu'on peut prendre en charge. On peut peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, se compléter par rapport à l'expérience de chacun et tout. Et que c'est par là qu'on pourra avancer notre pays, le Congo. Ce qu'on a retenu, c'est que nous avons tous un souci à ce que les choses marchent au Congo, à ce que nous ayons le même confort qu'on a ici à Kinshasa et tout ça. C'est pourquoi d'ailleurs, ce qui m'a essayé un peu
de retenir mon intention, c'est que nous avons pu parler sans couleur parti politique, sans couleur d'origine tribale et tout ça. Nous avons essayé de parler en tant que Congolais et parler et voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est bien aujourd'hui de dire simplement que le pouvoir de l'autre côté doit essayer de rectifier les tirs, mais nous aussi en tant que citoyens, nous aussi en tant que des gens qui doivent en principe apporter une pierre à cet édifice-là, qu'est-ce que nous allons apporter, quel genre de pierre nous devons apporter avec nos expériences d'ici. Ce qu'on peut faire au niveau du Congo, c'est-à-dire se constituer un lobby très fort, essayer d'accompagner les actions qui se passent de l'autre côté, des actions non seulement politiques, mais des actions aussi d'encouragement économique, de soutien économique, de soutien culturel et tout ça. Je vous le disais, le pasteur Daniel Ngoï Mulunda, président de la commission électorale nationale indépendante, a conduit une délégation ici en Occident. Question de sensibiliser les Congolais de la diaspora concernant le processus électoral en République démocratique du Congo. Le pasteur Daniel Ngoï Mulunda a donc rencontré cette même diaspora, notamment celle de la Belgique. C'était donc dans l'antre même de l'ambassade de la République démocratique du Congo près le royaume de Belgique, des Pays-Bas et du Grand-Duché du Luxembourg. Dans l'élément que je vous propose, les condensés de ce cas a été cette rencontre. Voilà, pasteur Ngoï Mulunda, vous êtes le président de la commission électorale nationale indépendante, point de besoin de vous représenter. Et donc, vous venez faire une campagne de sensibilisation de la diaspora congolaise, mais on sait que celle-ci est exclue du processus électoral en République démocratique du Congo. Quelle est l'importance finalement de cette action? Les Congolais ont droit à l'information. Participer ou pas aux élections, mais si c'est des Congolais, ce n'est pas le fait qu'ils ne participent pas aux élections qui leur enlève leur nationalité. Ce qui se passe dans leur pays est important. Et nous sommes en train de féliciter l'ambassadeur pour l'initiative et pour nous, ça nous donne l'opportunité et le plaisir de rencontrer les compatriotes et de partager avec eux les informations. Donc c'est important qu'ils participent ou pas. Leur exclusion par la loi, pas par nous, par la volonté de la loi, ne leur enlève pas leur nationalité congolaise ou bien l'intérêt qu'ils ont du pays. Par Internet, vous êtes également suivi dans toute la diaspora congolaise, qu'elle soit de Paris, de Londres, des États-Unis ou du Canada. Mais finalement, quel est le message que vous avez passé? Et surtout, les gens aimeraient savoir quel est l'état des lieux du processus en ce moment ici, en termes, par exemple, de dépôt des candidatures, que ce soit au niveau de la présidentielle que législative. Oui, l'État, aujourd'hui, on a clôturé. Par exemple, pour les législatives nationales, j'annonce que la CENI vient d'enregistrer plus de 19 000 candidats députés nationaux. Et nous allons soumettre les listes à la Cour suprême. Il y a une semaine de contentieux et on va avoir un nombre final. Pour les élections, les candidatures à l'élection présidentielle, nous en avons enregistré 11. Aujourd'hui, nous avons reçu l'arrêt de la Cour que tous les recours ont été rejetés. Donc, la République aura 11 candidats à l'élection présidentielle. Mais certains candidats ou les candidats en général devraient respecter certains critères, notamment en ce qui concerne le diplôme. Mais là, on apprend qu'il y a eu presque un cafouillage et un peu du vaille-que-vaille et que vous avez pratiquement enregistré tout le monde sans tenir compte de ces critères. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une violation volontaire de la loi électorale, bien sûr? Non, on n'a pas pris n'importe comment. La loi parle des diplômes des graduats. Vous et moi savons que la plupart des universités ne donnent pas directement les diplômes. On donne les anciennes notes. Et le temps était court. Vous allez demander à quelqu'un d'aller faire fabriquer un diplôme au moment où le temps courait. Comme le document qui est donné, ce sont les dernières notes, on a demandé qu'on amène les dernières notes, mais qu'on les fasse notarier par une autorité compétente et qu'on reçoive ça. Donc nous avons seulement suivi ce qui est fait. On n'a pas de diplômes, on ne donne pas de diplômes. Vous et moi savons ce qui se passe dans les universités chez nous. Les diplômes viennent très tard. Donc, on n'allait pas exclure ces gens-là parce que les diplômes venaient très tard. Mais la ZADO aussi, vous avez lancé un mémo en ce qui concerne les candidats ou les personnes à double nationalité. Et finalement, on sait également qu'il y a des personnalités connues, que ce soit au niveau du gouvernement ou du Parlement passé, qui ont la double nationalité. Mais comment gérez-vous finalement cette situation? Nous subissons la loi. Le législateur de la législature qui finit a eu peur de toucher à la question et l'a mise dans le tiroir. On attend que la loi se prononce là-dessus, les législateurs se prononcent. Nous, on donne un document. Il y a un certificat de nationalité, nous le recevons et nous soumettons ça à la Cour suprême. C'est à la Cour de déclasser ou pas. Nous, on reçoit le document qui nous est donné.
par le candidat et nous respectons la loi. Quant à l'indemnité, il est double nationalité, ça c'est la question qui a été posée au cours de la législature. Parce que d'abord, au tout début de la législature, il y a eu un moratoire là-dessus, ils ont mis ça dans les tiroirs, nous on attend. Mais il y a également une guerre entre la CENI et les partis politiques, notamment ceux de l'opposition en ce qui concerne l'accès au serveur central et l'audit du fichier électoral. Et à quel niveau se situent vos réponses actuelles? Il n'y a pas de guerre, il y a un dialogue qui continue. L'opposition congolaise a des questions fondamentales qu'elle pose. Et nous avons la responsabilité d'expliquer ce qui se passe, d'expliquer comment ça fonctionne. On continue, nous avons ouvert nos portes, on a demandé que l'opposition désigne 2 informaticiens et la majorité 2. L'opposition veut aller à 5, disons d'accord. Il faut qu'on se mette ensemble. Mais notre unique exigence est que l'opposition vienne avec le pouvoir ensemble. Nous refusons d'être otages d'un groupe politique. Qu'ils viennent ensemble, travailler avec nos informaticiens, poser toutes les questions et avoir accès à toutes les informations qu'ils veulent. Nous sommes ouverts, donc on les attend. Le 28 prochain, nous allons avoir le forum des partis politiques. Cette question sera mise à l'ordre du jour et on va y aller. Et vous avez annoncé 62 000 bureaux de vote. Mais jusqu'à présent, à 2 mois de l'élection, on ne sait pas où se situent ces bureaux de vote, dans quelle circonscription, dans quelle commune, et ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas donner raison à ceux qui doutent un peu de la crédibilité du processus électoral? Non, informez-vous au lieu de juger. Au moment où nous parlons, la CNI a envoyé 247 personnes au niveau de tous les pays pour faire maintenant le repérage. C'est maintenant qu'on fait le repérage de ces sites-là et de ces lieux-là. Après le repérage, on va maintenant pré-identifier les gens qui seront formés pour diriger les bureaux de vote. C'est au retour des gens qui auront fait le repérage qu'on va identifier les lieux et qu'on va annoncer. La loi nous demande de pouvoir imprimer les bulletins de vote, les listes des électeurs selon le bureau de vote. On ne peut pas le faire maintenant. On le fait quand on aura le repérage et on va annoncer ça et afficher les listes. Donc c'est en cours. Vous avez été président également d'un programme pour récupérer les armes, mais on sait quand même que vous n'avez pas récupéré toutes les armes. Ceci pose bien entendu le problème de la sécurisation des candidats. On sait qu'à l'élection présidentielle, ils sont 11. Quels sont les mécanismes qui sont arrêtés au niveau de la commission électorale indépendante, nationale et indépendante, justement pour que les candidats soient sécurisés et que le processus soit jusqu'au bout apaisé? J'aurais souhaité que vous alliez au bout et vous disiez félicitations pour avoir enlevé les armes. Mais les Congolais n'ont pas le courage de le dire. Nous avons enlevé plus de 40 000 armes à l'est de la République. Au nord Kivu, on a enlevé 15 000 armes. Nous avons diminué la violence. Nous avons diminué le niveau de viol des femmes. Mais les Congolais ne disent pas merci. Ils n'ont pas la culture de féliciter leurs compatriotes. Si c'était un Belge, un Américain, vous allez tout faire écrire. Et comme c'est un compatriote, vous avez, à la légère, on a frôlé la mort. Mais aujourd'hui, si on peut traverser le parc de Virunga à pied et dans la nuit, c'est avec qu'on a fait. Ça contribue à la sécurisation générale, pas seulement des élections, mais du pays lui-même. Une petite dernière question. Je vais tout le temps sur votre site internet. Parfois, il n'est même pas parfois. Dans le meilleur des cas, il n'est même pas à jour. Vous donnez des informations par voie de presse, mais alors que pour ceux qui sont à l'extérieur, ils aimeraient quand même avoir l'information par la voie autorisée, notamment votre site internet. Pourquoi un tel dysfonctionnement? Non, vous avez raison, on était trop pris avec l'enrôlement. On a travaillé 24 heures sur 24. Maintenant, on a mis le site à jour. Allez maintenant cliquer www.ceni.gouv.cd. Vous allez trouver les listes de tous les candidats sont sur la page. Maintenant, on est à jour. Allez-y, ça fonctionne. On peut maintenant sourire. Nous attendons les élections locales de 2006 jusqu'à présent. Qu'est-ce qui nous prouve qu'en 2011, le processus ira jusqu'à son terme? C'est notre engagement. Nous voulons donner aussi un cachet spécial à la démocratie chez nous. Nos prédécesseurs ont donné les élections présidentielles pour la première fois et les législatives pour la première fois. Et nous voulons aussi donner quelque chose pour la première fois. C'est aller jusqu'aux élections locales. Et ça sera notre cachet spécial. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du déjà vu. Même si l'intensité et l'émotion est plus chargée qu'avant, mais c'est du déjà vu. Notre contribution, c'est de donner aussi les locales. Ce sera notre cachet. La dernière question, où allez-vous proclamer les résultats? À l'hôtel Intercontinental, à la MONUC, à la Voix du Peuple, dans une cave ou peut-être à l'extérieur du pays? Le siège de la CNI est sur le boulevard 30 juin, mais la loi nous dit qu'on peut installer le siège de la CNI n'importe où nous voulons sur les terrains de la République démocratique. C'est la loi. On peut le faire au niveau de la CNI, on peut le faire n'importe où, là où nous nous trouvons. La loi nous a permis ça. Mais nous allons proclamer ça ensemble.
Je vous remercie. Merci bien. Alors, vous venez de participer à la rencontre avec le président de la CENI. Vous avez été convaincu par ses propos? Bon, je pense qu'il s'est bien défendu. Il n'a dit que des choses comme ça se passe au pays. Seulement, nous avons eu un peu de difficulté de comprendre la situation du contrôle par rapport aux candidats. Comment est-ce qu'il contrôle que les candidats aient effectivement des nationalités congolaises? Apparemment, ils sont butés devant cette situation puisqu'ils demandent aux gens qui constatent une anomalie d'aller plutôt présenter la situation au niveau de la Cour suprême. Mais ce n'est pas facile ça. Moi je pense que c'est la loi qui le dit. Ah ben, moi je pense qu'il devait y avoir plutôt une autre organisation à ce niveau-là. Parce que si la CENI ne peut pas avoir accès aux données ou à la banque des données au niveau national, c'est quand même un problème. Il nous a fait un rapport de la situation au pays. Il y a certains défis et qui ne sont pas des moindres à relever. Certains doutes qu'on avait par rapport à la sécurisation des élections, par rapport aux questions logistiques. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est que le président de la CENI n'a pas eu la langue de bois. Il reconnaît les difficultés, il reconnaît les limites, mais il met également en évidence l'effort qui doit être fait par tout le monde. C'est vrai qu'il a été assez pédagogue, il a expliqué ce qu'il avait prévu d'expliquer, mais ce qui est dommage, c'est que dans la salle, les questions n'ont pas été très pertinentes, je trouve. On a été plutôt client que partie prenante dans le débat. Moi, personnellement, j'ai été convaincu, tout simplement, puisqu'il a répondu à toutes les questions. Il n'a pas utilisé une question, il n'a pas une question qui a été posée à travers. Il a répondu à toutes les questions. Pour moi, j'étais convaincu. Moi, j'attendais ça. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit, il y a un collègue qui a relevé la préoccupation pour dire, mais écoute, de toute façon, la démarche qu'elle a commencé, qu'elle a amorcée, c'est une démarche qu'il devait déjà commencer à nous informer. Vous savez, celui qui détient l'information, c'est celui qui a la force. Et donc, avec l'information qui nous donne aujourd'hui, nous sommes un peu rassurés. Mais c'est ce qui devait commencer depuis très longtemps parce que la diaspora s'est nourrie sur n'importe quel pâturage. Et pourtant, le pasteur, il connaît que si le brebis s'est nourri n'importe où, mais voilà pourquoi la conséquence, c'est qu'il y a ce que vous attendiez par-ci, par-là. Vous avez eu suffisamment d'informations alors par rapport aux élections? Oui, mais nous avons les informations, mais il faut que cette démarche continue, que c'est limite qu'elle ne s'arrête pas seulement ici. Je suis convaincue parce que vous avez vu dans la salle, je n'ai pas pu poser une question parce qu'il m'a convaincue. Moi, je pense que toutes les questions ont été abordées ici. Il y a eu même nos frères de l'opposition qui étaient dans la salle, qui ont posé leurs questions. Les réponses ont été claires. Moi, je pense que la CENI va faire son travail avec à sa tête le président Mulunda, que je connais très bien. C'est un homme qui n'a pas de parti pris. Je pense qu'il va bien travailler. Les élections, ces élections-ci sont des élections importantes. Il faudrait que la diaspora, bien qu'elle n'ait pas, que les membres de la diaspora ne voteront pas, mais nous avons besoin de ces informations, qu'on sache comment ça se déroule sur place. Et là, nous avons été édifiés par les explications du président de la CENI. Ça nous a fait vraiment énormément plaisir, surtout qu'ils ont daigné venir vers nous pour nous apporter l'information. Voilà, c'était donc le pasteur Daniel Ngoï Mulunda à l'issue de sa rencontre avec les Congolais de la diaspora représentés par ceux de la Belgique. D'ailleurs, le pasteur Daniel Ngoï Mulunda, en tant que faiseur de paix, a eu en tout cas le culot de pouvoir rencontrer une délégation des combattants, de ce qu'on appelle les combattants ici dans la diaspora, donc les Bana Congo, pendant que certains autres politiques en tout cas n'osent pas le faire. Mais lui a eu en tout cas ce courage-là et a essayé un peu d'expliquer en quoi consiste son travail en tant que président de la Commission électorale nationale indépendante. Eh bien, vous avez le témoignage par les images qui défilent sur votre petit écran. Je vous le disais également, Étienne Tshisekedi Wamulumba et Léon Kengo Wadondo se sont rencontrés
à Bruxelles, au sein même de l'hôtel Le Châtelain, eh bien, les deux présidentiables ont échangé sur la problématique de la candidature commune Antenne A par Retro Diaspora Congolaise. Vous faites donc le compte rendu de cette rencontre. Voilà, M. Léon Kengwa-Dondo, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, vous êtes tous les deux candidats à l'élection présidentielle. Vous vous rencontrez à Bruxelles. Est-ce que c'est les débuts des accords pour une candidature commune de l'opposition, cette fois-ci vraiment la dernière candidature commune? Oui, c'est le début, bien sûr. Vous devez le deviner, parce que nous conjuguons tous les efforts pour avoir un candidat commun de l'opposition, pour qu'enfin le Congo trouve la possibilité de devenir un État de droit. Et M. Léon Kengwa-Dondo, vous confirmez à la même disposition? Celui qui a parlé en premier lieu du candidat commun, c'est moi. Si vous avez les souvenirs, j'ai parlé du candidat commun au stade des Martyrs, le 24 juillet. Nous sommes à la recherche du candidat commun. Maintenant, il y a 11 candidats qui se sont déclarés. Mon frère et ami Etienne Tshisekedi m'a appelé de venir ici. Il m'a remis le programme, le projet de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il m'a demandé de pouvoir le lire, de faire des observations et des remarques, ce que j'ai accepté. Et je rentre avec un exemplaire de ce projet de programme. Vous savez aussi que le groupe de Sultani avait élaboré un programme commun. Et sûrement le groupe de Fatima doit l'avoir fait. Etienne me dit qu'il va demain au Canada, ensuite il reviendra par l'Afrique du Sud et chez nous. Pendant ce temps, nous allons parler aux uns et aux autres pour voir ce qui est comme point de convergence et nous discuterons ensemble quand il sera de retour avant de pouvoir... Et vous pensez, M. Léon Kengwa-Dondo, que vous pourrez être à mesure de retirer votre candidature en faveur de la candidature de M. Tshisekedi? Nous ne sommes pas encore là. Vous avez toujours, Ali Kalonga, l'habitude de sauter les étapes. Première étape, projet de sociétés qui ont des similitudes. Deuxième étape, puisque ces projets de société ont des similitudes, il faut les couler dans un programme commun. Ensuite, trouver le candidat idéal qui peut conduire ces programmes dans l'intérêt de toutes les parties. À vous entendre parler, vous avez près de même discours avec M. Kamere. Vous voudrez retrouver justement à Sultani, mais le fait que vous soyez à côté de M. Tshisekedi veut dire que vous avez largué M. Kamere? Non, on ne peut jamais parler de ce discours en politique. La politique est un art de compromis. On ne largue pas les gens parce que les gens ne viennent pas à votre service, ils viennent parce qu'ils veulent composer avec vous. Non, je n'ai pas le pouvoir d'ailleurs de larguer quelqu'un. J'ai le pouvoir de discuter avec les uns et les autres, de trouver les points de convergence, le point de divergence,
et faire en sorte que les points de divergence puissent être gommés au profit de points de convergence, de manière à pouvoir travailler ensemble. Et M. Etienne Tshisekedi, justement, lorsque vous avez déposé votre candidature, vous avez déclaré fini les négociations. Aujourd'hui, vous rencontrez M. Léon Akengo Adondo. Est-ce que ce n'est pas un renoncement de votre part? Mais c'est toujours fini les négociations entre partis. Jusqu'au moment où je vous parle, c'est terminé depuis ce jour-là. Mais ce n'est pas la même chose entre candidats. Maintenant, cette fois-ci, c'est entre candidats. Maintenant, vous voir aussi tous les deux nous rappelle dans une certaine mesure la Deuxième République. Vous étiez dans l'adversité. Monsieur Kengo Adondo près de Mobutu, vous dans l'opposition. Quelles sont les garanties que vous donnez aux Congolais qu'une fois, ensemble, vous pouvez mener ce pays-là vers un développement et surtout aussi vers un climat apaisé pour l'avenir? Nous sommes habitués, je le connais quand même, malgré tout ce que tu dis là. Nous sommes habitués à respecter nos paroles et je crois que nous allons les respecter. C'est la seule garantie que nous pouvons vous donner. Monsieur Kengo, votre candidature, vous l'avez, je pense, mûrie avant de l'annoncer. Est-ce que c'est dans le but éventuellement de vous retirer et d'obtenir quelque chose en échange? Non. Je vais vous parler franchement parce que moi, je n'ai pas la langue de bois. Lorsque j'ai parlé le 24 juillet au stade, ceux qui m'ont suivi, j'ai parcouru le projet des sociétés, des partis de l'opposition. J'ai vu qu'il y avait une similarité, que ces similarités devaient nous permettre de pouvoir élaborer un programme commun pour un candidat commun. Nous ne sommes pas arrivés à ces candidats communs parce que certains ont voulu précipiter les choses. Le groupe de Fatima a précipité les choses, sans que les grands partis politiques aient eu le temps de se concerter avec leurs leaders. Et ayant vu que le groupe de Fatima a fait déclaration en faveur d'Etienne Tshisekedi, le groupe de Sultani a engagé aussi un dialogue pour arriver au même but, un candidat commun par le programme commun. Par la suite, on avait désigné le MLC comme modérateur. Le MLC était encore dans son travail de modération. Certains ont commencé à déposer leur candidature. Si vous voyez dans la liste chronologique, je suis l'avant-dernier. C'est que j'attendais qu'il y ait un candidat commun. Les autres m'ont dit, ah bon, si nous devons discuter de tous ceux qui prétendent être candidats, nous aurons beaucoup de monde à discuter. Laissons que ceux qui veulent réellement participer à la discussion pour un candidat commun présentent leur candidature et ensuite le dialogue pourra s'ouvrir. D'ailleurs, quand j'ai déposé ma candidature, j'ai dit le dialogue n'est pas rompu. Il se poursuit. Si ceux qui ont eu le temps de me lire trouveraient ces phrases-là. C'est quand même étonnant aussi de gaspiller, si je fais les calculs, au moins 550 000 $ pour qu'en fin de compte, qu'on ait un candidat dans un pays à un tel niveau de pauvreté. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on aurait peut-être dû mieux faire? Vous ne devez pas me regarder. C'est lui qui aurait dû, parce que je l'ai dit au stade des martyrs, de tous les partis de l'opposition. L'aîné, c'est l'UDPS. 30 ans. Mais l'aîné aussi d'âge, c'est lui. Chez nous, la coutume veut quoi? C'est l'aîné qui invite tous les autres.
Moi, j'ai fait des démarches, je viens de lui dire. Mais si les démarches qui ont été faites n'aboutissent pas à ce qu'on se rencontre, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le président Tshisekedi, c'est de votre faute si aujourd'hui nous n'avons pas un candidat commun, alors aussi à entendre M. Kengo. Mais qu'est-ce qu'il a dit qu'il a donné un temps pour que tout le monde s'entende? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fixé un timing pour dire qu'après ce timing-là, on doit s'être entendu? Non. Alors, monsieur Tshisekedi a reçu, a rencontré Jean-Pierre Bemba. Justement, nous supposons que c'est dans la problématique de la candidature commune. Est-ce que vous envisagez également le rencontrer toujours dans cette même idée? Je viens de lui dire que je l'ai déjà vu. Est-ce que la rencontre avec M. Bemba vous a apporté un certain nombre de garanties quant à son soutien et à quelles conditions? Il ne s'est pas prononcé, tout simplement. Il était très très content de savoir que j'ai entrepris de négocier avec tous les candidats. Il était très content parce qu'il disait aussi que c'était parmi ses idées. Donc, il se prononcera certainement le moment venu, mais il ne m'a pas dit, il ne s'est pas prononcé devant moi. Merci, c'est bon. Merci. Voilà. Je te dis au revoir. Au revoir. Et à bientôt, Hakim. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est donc par cet élément de Léon Kengo Adondo et d'Étienne Tshisekedi Wamulumba que nous mettons un terme à cette 53e édition de Retro Diaspora congolaise, votre magazine d'information sur les activités de vos compatriotes de la diaspora. Salutations à toute la communauté mawangaise, Patience Mbenza Yamba Yamba, Maître Michael Zandou, Chris Moutatou, je n'oublie pas tous les jeunes de la commune de Massina, Derek Bayamboula, Paul Bayamboula, Armand Kungingani, de la part de celui qu'on appelle le sénateur de Chicago, Cyril Kufunda Makani. Salutations également à tous les jeunes et à tous les gens de Massina, surtout ceux qui habitent l'avenue Kungunda. Nous sommes là au quartier 2, je n'oublie pas bien entendu Séraphin, donc de Paris également, qui salue tous les Massinois. Et bien, les gens de Massina de l'Europe se sont également réunis au sein de Tosangana Massina. Alors, je disais donc, c'est ici que je mets un terme. J'ai un invité surprise. Bonsoir. Bonsoir. Une petite salutation aux jeunes de Kinshasa. Je salue les gens de Kinshasa. Je leur passe un grand bonjour et fier à mes frères noirs. Je suis content pour eux. Et salutations pour eux à Kinshasa. Voilà, merci. C'est donc par cette salutation que nous mettons un terme à cette 53e édition. D'ici là, portez-vous très très bien. Je vous retrouve donc lors de la 54e édition. Peace and love, frères. Ainsi soit-il. Et ce qui est dit, je ne termine pas ce magazine sans souhaiter de façon rétrospective joyeux anniversaire à la petite Fariel Kouswanika et bien entendu à ma consort d'Antenne A. Joyeux anniversaire également, toujours de façon rétrospective, à Patricia Amouli. Salutations également à toutes les autorités d'Antenne A, Pascal Ngoma, Jean Baleke, Raymond Congo, Alain Kyuka et tous les autres, Eric Makoulou. Voilà, merci à vous tous et bye. Vanité de vanité.